Bonjour à tous, je suis très heureux de vous revoir. Bonne rentrée à tous. Dans cette vidéo, je vais vous faire le point sur ma situation, où j'en suis, et je vais notamment vous parler, vous montrer une partie, vous analyser une partie que j'ai jouée, la dernière partie qui m'a permis d'atteindre les lots auxquels je suis aujourd'hui, 1700. Donc je suis très heureux de vous annoncer que le Road to 1100 Elo a largement été dépassé. Je suis désolé de ne pas vous avoir fait de vidéo pendant toutes ces vacances, j'ai pas pris le temps de le faire. J'ai plutôt joué mes parties et continué à essayer de progresser. Mais je compte, à partir d'aujourd'hui, de reprendre certains rythmes pour vous partager mes parties, des analyses et voilà, ma progression tout simplement. Donc évidemment, vu que le Road to 1600 Elo est terminé, je vais me créer un nouveau Road, le Road to 1800 Elo, que je compte vous partager donc sur cette chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille vivement de le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre, car vous verrez qu'à travers mes analyses, j'essaie d'expliquer et de pousser le plus possible mon analyse tout simplement. Alors, avant de vous montrer la partie du jour qui m'a permis de gagner la dernière partie que j'ai jouée et qui m'a permis de nouveau d'atteindre les 1700 Elo, je voudrais vous faire un petit top 3 des conseils que je peux vous donner pour que vous aussi vous puissiez progresser. Alors, en toute humilité, de mon expérience, à travers cette petite parenthèse, je vais pas vouloir vous donner des conseils que vous entendez sûrement tout le temps, à savoir faire des problèmes, revoir vos parties avec le bilan de partie, l'ordinateur, et peut-être même apprendre les ouvertures. C'est pas vraiment le type de conseil que je voudrais vous donner. Alors pourquoi je voudrais vous faire ça? C'est parce qu'en fait, j'ai un ami, quelqu'un qui m'a envoyé un message, quelqu'un qui me suit sur YouTube, Guillaume, qui m'a félicité pour les 1700 Elo. D'ailleurs, merci Guillaume, si tu regardes cette vidéo. Merci, je suis désolé, j'ai pas pu te répondre, enfin j'ai pas pris le temps de te répondre pendant les vacances et je comptais le faire notamment sur cette vidéo. Et donc tu me demandais des conseils pour progresser. Donc je vais t'en donner trois qui pour moi sont fondamentaux pour pouvoir progresser. Et selon mon expérience évidemment. Donc le premier, de toute évidence, ça va être de jouer régulièrement. Les amis, les échecs c'est un sport. Les échecs c'est un sport mental et pour pouvoir progresser, comme dans tout sport, il faut absolument répéter et jouer et être régulier en fait tout simplement. Donc premier conseil que je voudrais vous donner, c'est d'être régulier. Deuxième conseil important, en fait les trois sont liés. Évidemment, vu que vous jouez régulièrement des parties. Par contre, si vous jouez régulièrement des parties, vous allez avoir pas mal de données, pas mal de parties, mais si vous les analysez pas et si vous apprenez pas de vos erreurs, vous n'allez pas pouvoir progresser. Donc le deuxième conseil fondamental que je peux vous donner, c'est d'analyser vos parties. Alors là, attention, quand je dis analyser vos parties, ne les analysez pas forcément avec l'ordinateur, mais essayez avant tout, avant d'utiliser l'ordinateur, de revoir votre partie sans celui-ci. Et de commencer à essayer de comprendre pourquoi vous avez perdu la partie et quel coup avec même un S, quel coup au pluriel vous ont fait défaut ou voilà. Troisième point qui va aussi de pair avec les deux autres conseils précédents, c'est tout simplement de ne pas trop jouer. Trop jouer, ça va vous créer une forme d'épuisement mental. Alors j'avais écrit une vidéo que j'ai supprimée, mais je referai peut-être une vidéo là-dessus, sur le fait de jouer compulsivement et en quoi c'est complètement nocif dans notre progression. Donc voilà, ça c'était mes trois conseils. Ensuite à la question de Guillaume qui m'avait posé personnellement. Et aujourd'hui donc là très rapidement je vais vous montrer la dernière partie que j'ai jouée et qui m'a permis d'atteindre ce bel Elo des 1700. Voilà. Donc la partie de d'aujourd'hui, c'est encore une fois une italienne, donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, et je joue la variante C3, pardon, avant tout, petit roc, D3, D6, pardon, de mon adversaire, et là je joue la variante C3 pour prendre le centre. Alors voilà, c'est un coup important parce que le prochain coup que je veux jouer, c'est le coup D4. Mon adversaire, je m'attendais à une réponse du style fou G4 pour venir essayer de me créer un clouage et jouer là-dessus. Sauf que mon adversaire a décidé de jouer un coup assez peu commun, mais qui est assez mauvais, et qui est le coup F5. F5, je vais vous montrer une espèce de variante de ce que je n'ai pas joué pour vous montrer que en fait c'était pas un bon coup. Et en fait là quand j'ai vu ce coup là, moi j'ai eu un peu peur. Je me suis dit qu'en fait en échangeant ce pion du centre vers un pion de l'aile, j'allais lui permettre de développer une pièce et ça allait pas forcément être dans mon avantage. Donc j'ai assez réfléchi, j'ai un peu réfléchi, mais pas trop non plus, et j'ai décidé de le protéger tout simplement avec D3. Sauf que, là du coup c'est là où je vais faire une espèce de digression et je vais vous montrer une variante et pourquoi c'est pas bon. Donc évidemment ça je l'ai analysé post-partie, j'ai essayé de le comprendre, avec l'ordinateur aussi un petit peu, avec la barre d'évaluation de l'ordinateur, d'ailleurs je vais la mettre là juste pour m'aider
dans mes explications et que vous puissiez voir à quel point ce coup est pas bon, déjà vous voyez qu'on a un petit avantage à partir de ce coup-là d'1,6. En fait là, à ce moment-là, on peut tout de même prendre et échanger avec le fou de case blanche, parce qu'en fait on va pouvoir jouer directement D4 et venir prendre au centre. Et là, vous voyez déjà ce qu'on peut faire en fait, ce que l'ordinateur préconise en fait, ce qu'il vous donne comme avantage, c'est quand vous allez faire tour 1 échec, et en fait vous allez venir complètement embêter l'adversaire, parce que vous allez l'obliger quelque part à jouer cavalier ici, et ensuite pouvoir reprendre le pion, et gagner de la place au centre. Alors vous allez avoir, peut-être qu'il peut jouer, je sais pas, fou ici pour vous embêter, mais vous allez pouvoir vous redévelopper avec un cavalier en C3, vous avez un pion donc qui est en D4, qui est solide, qui est bien protégé, donc vous allez avoir un espace au centre qui va vous permettre, que vous allez pouvoir exploiter d'une manière X ou Y. Donc c'est en ça que c'était pas très bon, mais du coup moi j'ai choisi de jouer le plus simple et de protéger le pion. Et lui, il a essayé de s'expandre d'une certaine manière avec son pion en le poussant un F4, sauf que moi du coup j'ai vu qu'en fait mon plan c'était de jouer D4, donc j'ai pu le jouer de suite et attaquer au centre. Ce que j'ai fait, il a décidé de pas échanger avec son pion et de venir reculer son fou. Et là directement, moi l'opportunité que j'avais, c'était de jouer fou B5. C'est ce que j'ai joué, dans l'idée que si mon adversaire ne réagit pas et ne voit pas la menace qui est ensuite de pousser D5 pour attaquer une pièce clouée et gagner une pièce à la clé, et s'il le voyait pas, j'avais ce gain. Sauf que mon adversaire va le voir, il va décider de développer son fou, et cette case blanche, et ça c'était un très bon coup je trouvais. Mais les coups précédents l'ont déjà plongé dans une mauvaise position, parce qu'en fait j'ai vu directement qu'en fait j'avais la possibilité ici de prendre le cavalier, c'est ce que j'ai fait. Et peu importe la manière dans laquelle il reprenait, ça allait être sa défaveur. Donc lui, il a joué pion prend C6. Et là, moi, j'ai pu, évidemment, avec mon pion en D4, aller venir échanger tout ça et gagner un pion. Donc, bilan de la situation, je reviens avec un pion en plus. Top. Mais par contre, je me suis quand même posé la question, mais en fait, j'avais envisagé plutôt le coup, en fait, avant de prendre ici le cavalier en C6, je me suis dit, mais attends, et s'il reprend ici avec son fou en C6, il va pouvoir venir contre-attaquer le pion en E4. Ce serait pas un peu embêtant ça? Et effectivement, en réalité, ça l'était pas vraiment. Comme vous voyez que la barre d'évaluation, en fait, ça change pas grand-chose, parce qu'en cas d'échange là au niveau de E5, et si l'adversaire cherche à prendre le pion en E4, et en fait, il tombe dans une espèce de traquenard en fait où il y a avec dame à 4 échecs qui vient attaquer le fou. Donc force quelque part le fou à revenir en C6, et là sur la prise, en fait, on regagne un pion. On déroque l'adversaire, on récupère le pion en F4, et on a totalement une meilleure position que notre adversaire, et ça c'est hyper gagnant. Donc ça c'était au cas où il reprenait avec son fou en C6. Donc ce qui a été joué par mon adversaire, ça a été cette position là. Donc il a repris avec son pion en C6, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu protéger son pauvre petit pion là en F4 sans penser aux conséquences qui allaient pouvoir arriver. Notamment en fait en faisant ça, il a complètement affaibli totalement ses cases blanches, son roi qui était totalement exposé. Et en fait moi j'en ai profité avec dame H5 échec, suivi de dame E7, roi E7 forcé. Roi E7 forcé parce que si le roi venait en F8, et c'était échec et mat au prochain coup avec dame F7. Malgré tout, quand il est venu en E7, j'ai quand même joué dame F7 pour faire l'échec et venir complètement déroquer l'adversaire et mettre le roi au centre, alors qu'on a encore les dames et qu'on est au début de partie. Je savais que c'était absolument bon pour moi. Et il est donc force le roi à venir en D6. Et là, à ce moment-là, je suis venu prendre avec mon cavalier le fou en D7 et abandonner mon adversaire. Alors abandon tout court parce qu'en fait la dame peut pas reprendre parce qu'ensuite il y a tour D1 échec, forcément, et qui vient gagner la dame peu importe ce qu'il se passe. Donc par contre je voudrais vous proposer ici à ce moment-là, parce que la partie a été courte et que j'ai pas plus de choses à dire que ça, c'est au moment où le roi vient en D6, je voudrais vous proposer de réfléchir à un mat en 7 qu'il y a dans cette position. Je vous laisse, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de le trouver. Et ensuite, je vous donne la solution que, évidemment, moi, je n'ai pas trouvée dans la partie parce que je n'ai pas pris le temps, mais qui est intéressant à trouver parce que vous verrez, c'est assez joli. Alors, l'avez-vous trouvé? Ok. Je vais vous donner la solution. Donc, vous voyez, la dame ici contrôle
toutes ces cases. Nous, on a notre cavalier qui ici est au prochain coup qui peut être attaqué par le roi, parce qu'il n'est pas protégé. Et on trouve difficilement un moyen réellement de le protéger et de continuer l'attaque. Par contre, on voit effectivement que voilà, toutes ces cases-là qui sont en rouge, le roi ne peut y accéder. Et donc il y a un moyen. Par contre, si on bouge le cavalier, on voit que le roi peut essayer d'accéder à cette case de 5. Sauf si on joue le coup cavalier C4. Donc là, cavalier C4, on voit que toutes ces cases en rouge sont contrôlées et forcent le roi à venir ici sur la case C5. Donc le roi ici, il ne peut pas aller sur toutes ces cases-là et il ne peut pas aller sur cette case-là. Donc la seule case de fuite qu'il a, c'est celle-ci. Donc là, il faut voir le coup cavalier A3. Cavalier A3 qui bloque la case de fuite. Cavalier qui bloque la case de fuite B5 pour le roi. Et là, la prochaine menace en fait que l'adversaire doit voir s'il veut pas succomber à un mat en 1 après, c'est le coup B4. Le coup B4 qui viendrait mettre en échec le roi et en échec et mat parce qu'il n'a plus de case de fuite. Donc pour parer ce coup-là, l'adversaire est forcé de jouer fou à 5. On ne peut pas jouer B4 parce qu'au terme des échanges, le roi il pourrait arriver en B4 et ce serait plus la même chose. Donc là, le prochain coup qui force l'échec et mat malgré tout, parce que là on est mat en 5, c'est le coup assez atypique et brillant. Fou prend F4. Alors pourquoi fou prend F4 ? Comme vous le voyez déjà, toutes ces cases sont contrôlées. Et le roi, en fait, à la prochaine attaque sur case noire, il va se faire échec et mat. Sauf qu'on peut pas le faire en B4. La dame, elle a du mal à accéder à des cases noires actuellement. Donc, on va venir attaquer sur case noire, en fait, en prenant un F4, force la prise en F4, parce que si on reprend pas en F4, et ben le prochain coup, en fait, c'est fou E3, attaque sur case noire, et met échec et mat. Donc, force la prise ici en F4, reprise ici en F4 avec la dame, menace le coup dame E3, échec et mat, et pour, on va dire, faire en sorte de ralentir l'échec et mat et que l'adversaire ne se prenne pas un échec et mat direct, il va être obligé de jouer un coup avec son fou pour libérer la dame, dame E3, et dernier coup c'est dame D4, puis dame D4, dame prend D4, échec et mat. Voilà, c'était le mat en 7 pour cette partie. Bravo à vous s'il l'avez trouvé. J'espère que cette analyse poussée vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas encore, et à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me suivre aussi pour les prochaines vidéos qui vont suivre.